Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouveau podcast de HDM Bike. Je suis Jason de Hockit.ca, votre communauté de sport sur deux roues en compagnie, comme d'habitude, de Julien Dosty de DM Bike. Comment ça va? Hey, salut Jason, ça va très bien aujourd'hui. Excellent. Hey, on a demandé des suggestions à nos auditeurs sur notre page Facebook et il y en a une qui m'a frappé. Celle qui parlait de l'avenir du mountain bike ainsi que d'un vélo très spécial, le Grim Donut. Ouais, J'aimerais un ça vélo très qu'on... particulier. Oui, exact. J'aimerais ça qu'on discute un petit peu de l'historique de ça, de comment ça se passe, puis de ce que ça pourrait refléter dans l'avenir pour le mountain bike. Euh, j'ai regardé part 1 et part 2 là, de l'histoire de Grim Donut. Dans le fond, Mike Levy de Pink Bike s'est dit, moi j'aimerais ça construire un vélo d'enduro futuriste ou qui irait vers ce à quoi on peut peut-être s'attendre dans le futur. Ce qu'il a fait techniquement, c'est qu'il a pris les vélos d'il y a 10 ans à peu près, et puis il a appliqué la même chose qui a été faite dans les 10 dernières années, en fait d'angle, de géométrie, et puis il l'a extrapolé un petit peu. Donc il s'est retrouvé qu'un vélo avec 30 centimètres plus long en avant, 20 centimètres plus long en arrière, 180 en avant, je pense, et 160, ou même je pense qu'il voulait atteindre comme 190-200 mm de débattement à l'arrière. Ce qui a donné un vélo avec un slack extrême de 57 degrés en avant, un angle d'ouverture de fourche, là. Et puis, système de suspension assez spécial. Il est allé à Taïwan, au bike show, puis il a demandé, avec son design à lui, à des fabricants de cadres s'ils étaient capables de reproduire ça. Il s'est refait virer de bord une couple de fois, et finalement, il a trouvé quelqu'un qui a bien voulu l'aider avec le design qu'il a fait. Quand il a reçu le vélo, il est allé l'essayer. Il l'a apprécié lui-même comme rider, mais il l'a fait essayer aussi à Johan Barelli, qui est un pilote, et puis le pilote de Common Saw. Et puis, le vélo se comporte extrêmement bien, mais seulement à haute vitesse. Seulement, mettons, dans une descente extrême, là. Donc, c'est sûr que là, à partir de ce moment-là, Mike Levy se dit, bon, ben, je vais continuer de retravailler ce design-là. Euh, Moi, j'aimerais ça qu'on discute un petit peu de ça parce que, justement, par rapport à l'historique de ça, c'est effectivement une évolution qu'on a vue dans les 10-12 dernières années. Les géométries, les angles et tout ça. Donc, j'aimerais ça savoir un petit peu, toi, qu'est-ce que tu penses du Grim Donut? Qu'est-ce que tu penses un peu là, du futur du vélo de montagne, mon Julien? Ouais, je pense que t'as jamais fait une aussi longue introduction, mon cher Jason. Ah, faut bien que je parle des fois, hein? Eh oui, oui. Hey, écoute, ce que je pense de ce genre de... Ben, la première des choses, OK, c'est que si on suit un peu l'évolution du vélo, de Mhm. où on en est rendu présentement, je suis pas étonné de voir ce genre de géométrie-là arriver, qui paraît un peu futuriste, mais qui donne quand même certains résultats. Mhm. On peut pas nier que euh, de slacker l'angle de la fourche, ça amène des gains, de redresser l'angle la tige de sel, euh, au niveau de la répartition du poids, au niveau de la façon qu'on est positionné sur le vélo, ça a des impacts. Euh, Au niveau du chainstay aussi, on voit Mhm. vraiment là, des variantes arriver par rapport à ça. Donc, bien que son dessin a l'air un peu. Tu regardes ça, tu dis ça n'a pas de bon sens. Ben, finalement, ça a peut-être plus de sens qu'on pourrait penser. Mhm. Euh, Si on parle de langue de fourche, moi, quand j'ai vraiment commencé le vélo de montagne, ça fait à peu près 10 ans, Ouais. les angles de fourche sur un trail bike étaient de genre Mhm. 68 degrés. Et on est déjà rendu à des trail bikes de 64 degrés. Mhm. Ça paraît peut-être pas beaucoup, mais 4 degrés, c'est énorme sur un vélo. Ouais. Ouais, C'est ouais. hallucinamment énorme. Mhm. Donc, et pourtant, si, v'là 10 ans, si j'avais sorti un vélo à 64 degrés, by the way, v'là 10 ans, 64 degrés, c'était les vélos de downhill qui avaient ça. Ouais, c'est ça. Pas un petit trail bike, là. Ah ah. Donc, on m'aurait dit que je suis fou. Et pourtant, aujourd'hui, 65, 64, c'est complètement standard. Puis, personne s'en plaint. Puis même au contraire, on trouve que c'est mieux. Euh, Mais par rapport à ça, tu penses-tu que c'est du marketing ou bien si c'est un petit peu comme les ordinateurs, dans le genre,
on est capable de le faire, mais si on le fait tout de suite, on fera pas d'argent entre les deux. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux Ouais. dire. En fait, moi, il y a deux choses là-dedans. Euh, Quand on parle d'aspect marketing, là, quand on parle d'évolution du vélo de montagne, Ouais. c'est sûr que on peut pas nier qu'il y a un certain marketing, sauf que le marketing est majoritairement autour du design lui-même. OK? Ouais. Donc, de la beauté du vélo, sur le design qu'on va y donner. Et bien souvent, on va créer des designs qui vont euh, vouloir faire jaser aussi. Euh, Mhm. et des fois, c'est pas nécessairement le pourquoi que le vélo a été modifié. Je m'explique, OK? Parce que là, c'est pas clair ce que je dis. Je vais donner un exemple. Le nouveau Specialized Enduro, Mhm. avec le système de suspension, et la suspension est rendue complètement proche du boîtier de pédalier, OK. comme Santa Cruz ont fait. Mhm. Ce qui a motivé un peu au départ la compagnie à faire ça, c'est pas nécessairement le fait qu'ils voulaient révolutionner leur système, puis ils voulaient améliorer tout. Il y a deux choses principales là-dedans. La première, c'était que la compagnie voulait permettre au niveau dropper post d'avoir plus d'espace à l'intérieur, que ça soit Ouais. mieux fait à ce niveau-là. Ouais, ouais, ouais. Et aussi, c'était dans un objectif un peu look d'aller un peu dans le look comme Santa Cruz ont fait. OK. Mais Santa Cruz ont toujours été proéminents, là. Aussitôt qu'ils sortent de quoi, on dirait que le reste suit, là. Ils sont très avant-gardistes. En fait, ils sont plus très très forts sur le plan marketing qu'avant-gardistes, je te dirais. Ah ah, OK, Euh, OK. Santa Cruz, là, au niveau marketing, c'est des machines. C'est vraiment des machines. Puis, je dis pas ça de par le fait que c'est pas des bons bikes, mais ils arrivent à les vendre. Au contraire, ils ont d'excellentes machines. Mais Mhm. on ne peut nier que Santa Cruz ont un marketing de fou. Mhm. Puis ça marche. Ça marche. La preuve, le prestige que cette marque-là a réussi à établir avec le temps, c'est indéniable. Oh oui. Ceci dit, quand on regarde les articles de Pink Bike à propos du Specialized Enduro, Mhm. on parle pas vraiment des deux éléments que je viens de vous nommer. On parle de tous les éléments de géométrie, puis de courbe de suspension, puis de pourquoi ils ont fait ça, pourquoi. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on est parti d'une idée de base, on a créé quelque chose, et par la suite, on lui a associé des raisons. On a baissé le choc, baissé le centre de gravité, on a. Alors que, tu sais, la raison réelle première, c'est pas nécessairement ça. C'est juste que Mhm. par la suite, on a comme justifié tout ça de par des gains que ça amène, parce qu'il y a des gains indéniables. Je baisse le centre de gravité du vélo, ben c'est positif. Sauf que la compagnie sont pas arrivés sur la planche à dessin en disant là, notre choc, là, il est vraiment trop haut, là, faut baisser ça, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est sûr, c'est assurément pas ça qui est arrivé. Ouais, mais là, j'ai une question par rapport à ça. Tu sais, on se dit, OK, là, maintenant, ils ont accès à, mettons pour les frames en carbone, ils ont accès à des formes presque illimitées. Ils ont accès aussi à l'hydroformage là, pour l'aluminium. Donc, on parle plus de shape là, qui est peut-être plus atteignable, OK? On va parler purement, Effectivement. on va parler purement de performance, de ce qui est capable d'être fait le plus vite possible, OK? Admettons que je veux faire le bike ultime. Ils ont déjà du data pour prouver qu'est-ce qui est plus efficace, qu'est-ce qui l'est moins. Ouais. Donc, sur la planche à dessin, est-ce que techniquement on est capable, parce que là, on va dire il y a 20 ans, on regardait les vélos puis on disait Wow man, hey, ça sera jamais mieux que ça. Un peu comme avec, je sais pas moi, les graphiques de jeux vidéo. À chaque nouvelle itération, nouvelle génération, on se dit aïe aïe man, on a atteint quelque chose d'incroyable, on ira jamais plus haut que ça. Mais Ouais, effectivement. il y a toujours une amélioration possible, apparemment, parce qu'on le voit à chaque fois. Mais là, pour les vélos, pour quelque chose de mécanique comme ça, que ce soit dans n'importe quelle technologie, on dirait que l'avenir amène toujours des améliorations ou trouve des failles et les répare. Donc, en réalité, est-ce qu'ils ont déjà atteint le maximum ou est-ce que... Parce que là, on parle d'un cadre de vélo. Je veux dire, sa fonction est relativement simple. Puis après, c'est
quelques altérations là, dans le design qui vont changer la dynamique du vélo. Mais est-ce qu'on a atteint le maximum? En C'est sûr. fait, ce que je te répondrais par rapport à ça, c'est la première contrainte que les compagnies ont, c'est le système de suspension. Donc, le fait qu'on ne voit pas le même système de suspension partout, Mhm. c'est la preuve même qu'il y a des systèmes qui sont efficaces dans des zones, qui sont moins efficaces dans d'autres, et ainsi de suite. Oui. Donc, il n'y a aucun système sur le marché actuellement qui est bon partout. Mhm. Donc, déjà là, tu as une contrainte de design qui est au niveau du système. La deuxième des choses, c'est que la compagnie fait un peu le marketing de son système. Donc, ça, c'est bon que c'est mauvais. Parce que ce qui arrive, c'est que tu vas promouvoir ton système en disant que tu es le meilleur au monde. Ouais. Si on résume, Oh, on oui. résume la chose. Mhm. Mais en même temps, tu es comme pogné avec. Parce que tu peux pas vraiment arriver avec un autre système complètement différent parce que tu as dit que c'était le meilleur système. Fait que tu restes un peu, tu sais, comme Santa Cruz, Mhm. ça va toujours être un VPP, là. Tu verras jamais un Santa Cruz avec un FSR, là. C'est à peu près impossible que ça existe un jour, là. Ça, est-ce Santa que c'est parce Cruz, qu'ils ont leur propre technologie? C'est-tu parce qu'ils ont breveté quelque chose? Ou bien oui, c'est oui, parce oui, ben, qu'ils se spécialisent dans ce système-là? en fait, petite leçon historique, Mhm. Intense et Santa Cruz, à la base, c'était euh, des copropriétaires OK. qui avaient développé un système. Bon, ils se sont séparés. Il y en a un qui a Santa Cruz, l'autre qui a Intense. Et les deux utilisent la même base de système. Je Mhm. résume la chose assez rapidement. Là. On ne détaillerait pas de long en large, mais en gros, ça ressemble à ça. Là. Ouais, Donc, ouais. c'est pour ça que Intense peut utiliser le VPP comme Santa Cruz peut l'utiliser. Maintenant, de mémoire, le VPP, le brevet est expiré, puis maintenant, il peut être utilisé par tout le monde. OK. Mais ça, c'est. Faudrait confirmer ça. Mais en tout cas, s'il n'est pas expiré, il est proche de l'être. OK. Donc, mais c'est ce qui fait en sorte que Intense et Santa Cruz ont toujours utilisé le même système. OK. Ceci étant dit, comme je dis, tu verras jamais un Santa Cruz sur un FSR. Santa Cruz, c'est le VPP, c'est l'âme du vélo. Mais ça fait en sorte que Santa Cruz sont limités par leur système. Un VPP, ça a des défauts qui sont indéniables et qui ne pourront jamais corriger. Mhm. Donc, à quelque part, est-ce que, par exemple, Santa Cruz vont pouvoir arriver avec le vélo parfait? Ben non, parce qu'à la base, le système a certains petits défauts ou a certaines caractéristiques qui seront jamais parfaites ou qui vont répondre à un certain type de personne. Je Mhm. m'explique sur une chose précise. Quand on parle de freinage, par exemple, l'anti-rise, OK, Ouais, ouais. que j'expliquerai pas de long en large, Non, mais mais... il y a deux types de freinage. oui. Conservation géométrique Mhm. ou euh, d'avoir une sensibilité, donc un système actif. OK. Donc, quand je vais freiner, soit que je m'arrange que le système soit peu actif, mais je garde la géométrie de base du vélo qui me garde une maniabilité, Ouais. ou je viens un peu nuire à ma géométrie, mais je garde une traction arrière parce que je garde un système sensible. Mhm. Ça, c'est comme les deux philosophies du freinage. Sauf que certaines personnes vont préférer une, certaines personnes vont préférer l'autre. Et de toutes les recherches que j'ai faites, il n'y a rien, rien, rien. Puis de tous les designs, ceux qui font des designs de cadres à Ouais. qui j'ai parlé, il n'y a absolument rien qui démontre que un est meilleur que l'autre. Mhm. Donc, par exemple, sur cette caractéristique-là, on ne pourra jamais arriver au saint graal du freinage parce que on a deux philosophies différentes qui pourront jamais vraiment déterminer laquelle est la meilleure des deux. Fait Ben, que, d'un point de vue purement euh, performance, là. ouais, Le CEO de Pivot, à qui Mike Levy parle dans le petit film qu'ils ont fait sur le ouais, Grim Donut, dans le fond, il dit que les pilotes professionnels de course
ont un mot à dire, mais les designers vont pas nécessairement écouter que ce que les pilotes ont à dire comme feedback. Autrement dit, il Non, faut vraiment que le pilote il ait une certaine notoriété. crédibilité ou Ouais, notoriété, notoriété, crédibilité, ouais. ouais, pour que ce qu'il propose comme changement ou ses suggestions soient vraiment tenues en ligne de compte. Ouais. Est-ce que moi, dans ma tête, ça fait OK, mais ça veut-tu dire que, admettons, on va prendre un Intense, un Santa Cruz, un Specialized, puis n'importe quel autre bike, puis finalement, on met le même pilote dessus. Est-ce que ce qui va prouver que le vélo est meilleur, c'est que ce même pilote-là serait capable d'aller plus vite avec un ou l'autre? C'est sûr que ça doit aider. Mais ce qui... En fait, attention, Mhm. la seule chose que ça va nous prouver, c'est que Quand oui, je dis oui, meilleur, c'est gros comme mot, là. non, je sais, je comprends ce que tu dis, mais tu vas comprendre la nuance que je vais amener. Mhm. Oui, OK, ça va nous permettre de potentiellement déterminer quel vélo sort du lot. Par contre, il y a une nuance qu'il faut amener, c'est que si je reviens par exemple à mon freinage, Ouais. la technique de comment le gars Ah ouais. travaille avec son Ouais. freinage, Ouais. ça se peut que lui, il arrive à de meilleures performances avec un freinage plus axé sur la géométrie, ou peut-être peut arriver à de meilleures performances avec un freinage mieux axé sur la traction. Ben, je Donc, comprends. Je fais toujours des maudits parallèles avec les chars, là. Mais un pilote qui va conduire une Porsche sur un circuit, lui, si il a le style pour conduire ça, il va la conduire comme il faut. Par ouais, contre, sauf que, attention, Jason, il y a un élément dans ta comparaison que tu négliges énormément. lequel? Et c'est là l'élément clé qui différencie le vélo de tous les autres sports où on a des systèmes de suspension, même OK. la moto. Mhm. C'est que en vélo, c'est le seul sport où le pilote est plus lourd que la machine. Ah, il y a ça. Il y a Et ça, ça, mais je ça parlais fait. plus de style de pilotage, là. Oui, mais De préférence aussi. au-delà de ça, ça vient tellement influencer le rendement. Parce que prends ta Porsche sur le circuit, Mhm. je vais être capable de designer un système de suspension qui va répondre en fonction du poids de la voiture et tout. Et à ce moment-là, le poids du pilote, ben, je peux faire en sorte que prendre en considération, exemple, dire je vais mettre un gars de 180 livres dedans, Ah, c'est sûr. puis mon comportement sera pas. Tu sais, Ah, mais je je voulais peux plus prévoir parler. le comportement. Alors que sur un vélo de montagne, Ouais. la manière que le pilote va bouger, tu sais, Ah, ouais. dans Ah, un ouais. char, t'es cloué sur ton siège. Là. Ouais, Alors ouais. que sur Mais un je vélo de parlais plus montagne, des propriétés physiques là, du véhicule lui-même. Je veux dire, il y en a qui vont l'avoir pour conduire un moteur en arrière propulsion, puis d'autres qui vont préférer un moteur en avant propulsion, puis d'autres ça va être du all-wheel drive. Donc chacun a son style. C'est plus à ça que je voulais en venir ou ça des c'est vrai. préférences. Ça c'est vrai. Mais Sauf que comme je dis, c'est que sur une voiture, hmm, tu peux davantage prédire le comportement que sur un vélo de montagne, parce que sur un vélo de montagne, tu as des pilotes à différents poids, qui vont être placés un peu différemment, c'est vrai. Il y a tellement de paramètres nuancés qui font en sorte que ton vélo, pour deux personnes de même poids, n'auront pas le même rendement. Les Tout à gars fait. prendront pas nécessairement la même ligne, etc. Ah, écoute, Donc, même la ça fait. suspension va agir différemment. C'est Le ça. gars plus pesant tu sais, là on parle d'inertie versus les lois de la physique, là, tu sais, un gars Ouais. plus lourd aura pas exactement la même vitesse que quelqu'un qui est plus léger, mais l'agilité peut aussi changer là, La le force de la comportement. personne au Ouais, niveau ouais. physique, Mhm. la puissance qu'on a au niveau musculaire. Alors que contrairement à une voiture où si je prends une courbe, sur le, purement sur le plan théorique, je peux prévoir quelque chose. Ce qu'en vélo, c'est très, très difficile à Ah, prévoir. tout à On fait. va avoir des approximations et les compagnies ont certaines unités de mesure qu'ils vont utiliser au Oh, niveau absolument. de l'emplacement théorique du centre de gravité. Parce qu'une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur un vélo, OK, le centre de gravité du pilote se déplace quand il va pédaler de haut en bas, au freinage et tout. Donc, le centre de gravité va vraiment se déplacer, contrairement à une voiture où le centre de gravité de la voiture, lui, il reste toujours à la même place. Là. Tu peux travailler avec ce centre de gravité-là. Exact.
tu sais où est-ce qu'il se positionne à un point précis. Alors Exact. que sur un humain, moi et toi, même si on a approximativement le même poids, On travaillera pas de la même façon, là. mais notre centre de gravité n'est pas exactement au même endroit entre nous deux. Mhm. Donc, sur le même vélo, on se ramasse pas précisément avec le même centre de gravité au même endroit. Donc, Ah, c'est on vrai que vient ça peut encore de... créer une préférence où moi et toi, on va rider de la même façon, mettons, mais vu que nos physicalités sont différentes, hop, on n'aura pas la même performance. Donc aussi, d'où le choix de vélo et l'importance C'est du choix de ça. vélo et de géométrie à chaque personne. C'est ça. Fait que c'est pour ça que quand on arrive dans un vélo de montagne, les, les nuances de géométrie, de qualité de système, oui, on peut établir des lignes directrices. Sauf que comme je l'ai établi dans mes articles, Mhm. j'explique les deux côtés de la médaille. Un anti-squat fort, ça fait ça. Un anti-squat faible, ça fait ça. Mais jamais vous me voyez dire c'est mieux ça. Non, parce que chaque philosophie a des avantages et des inconvénients. Fait que c'est impossible d'arriver à une espèce de consensus de dire ça, c'est l'affaire la meilleure au monde. Et Ouais. encore là, selon la piste qu'on va faire, selon le. Si je prends une trail avec full racine, full roche, puis je prends une autre trail qui est surtout avec des jumps et sur terre battue, ben, j'aurais pas le même rendement sur le même vélo parce que je vais avoir un vélo qui va répondre mieux dans une situation, répondre moins bien dans une autre. Ah oui. Donc, Mais en admettant là, qu'on parle de spécificité, là, tu sais, là, on ouais, a parlé déjà des quatre types de vélos, mais en se tenant à ces catégories de riding-là pour chaque type de frame. Là, ce que je vois aussi, c'est un genre de trickle down, qu'on va dire, où comme les technologies s'appliquent de plus en plus à des vélos qui étaient auparavant. Par exemple, un vélo de downhill a déteint sur l'enduro. Tu comprends? oui, effectivement, effectivement. Et ce qui déteint dans le fond, d'un bike de cross-country a créé un peu le trail bike, qui est comme un hybride un peu, là. Mais Ouais, toutes les technologies qu'on voit s'appliquent de plus en plus aux vélos qui sont un peu moins spécialisés en dessous. On va donner, juste pour exprimer ce que je veux dire de manière plus claire, la technologie du XTR, tranquillement, s'est transférée de plus en plus vers le Déoré, ce qui fait que le nouveau Déoré est absolument qualité remarquable, performance remarquable, parce que ça déteint vers les catégories un peu moins élevées, on va dire. c'est sûr que si on prend le DORé 2020 versus le XTR 2011, mettons, Oui. mon DORé 2020, probablement qu'en termes de rendement, je dis pas que je vais être au même niveau, mais Ben, c'est mieux mettons que c'était. que mettons que c'est mieux que c'était, c'est ça, exactement. Et voilà, donc je fais le même parallèle avec les vélos. Je veux dire, des vélos qui coûtent moins cher vont avoir des technologies qui ont été appliquées et améliorées depuis 5 ou 6 ans à peu près. Mais le temps Ouais, de développement d'un vélo, on va parler de quasiment 2 à 3 ans avant qu'il soit mis en production. Donc, on peut s'entendre que les designers puis les fabricants n'ont pas de temps à perdre. Donc, est-ce qu'il y a des designs qui fail vraiment ou est-ce que tu penses que dans l'avenir, on va voir des changements vraiment si radicaux que ça par rapport à ce qu'on a maintenant? est-ce qu'on va voir des changements radicaux? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on va voir des nuances à travers le temps? C'est sûr. Est-ce qu'il y a des systèmes qui sont merdiques, là, genre à ne pas toucher? En 2021, non. Mhm. En 2005, oui. Ouais. Donc, S'il y avait encore une grosse période d'essais et erreurs à cette époque-là, là, ouais, n'importe quoi entre en- 97 puis 2005, jusqu'à même 2007, 8, 9, d'après moi. Là. ouais, c'est ça. Tu sais, en 2021, je dirais qu'il y a des systèmes qui sont encore simplistes, là, que je trouve mettons que je trouve qu'on on peut avoir mieux en termes de rendement théorique papier, là. Mhm. Mais est-ce que je connais une compagnie, là, genre, je nommerai jamais ça, mais est-ce que, genre, en tête, j'ai une compagnie que je me dis, hey, Touche ça, pas à ça. là, Là. touche tellement pas à ça? Pour vrai, pas vraiment. Tu sais, genre, la compagnie Orange, qui ont un single pivot très classique, Mhm.
ça a quand même certaines caractéristiques intéressantes malgré tout. Ils ont réussi à amener quelque chose d'intéressant. Fait que même ça, dans sa manière très, très, très simpliste, qui ont quand même certaines caractéristiques intéressantes malgré tout. Mhm. Donc, non, j'ai aucune compagnie en tête de dire ça, c'est complètement merdique comme système, touchez pas à ça. Ouais, Donc, ouais, ouais. ceci dit, euh, c'est sûr que quand je regarde comment ça évolue, comment ça améliore, en fait, je dirais que on spécialise la chose. Tu sais, quand je regarde les vélos de downhill ou d'enduro, Mhm. en fait, c'est qu'on améliore des caractéristiques Spécifique. Ouais. précises pour Ouais. spécialiser le vélo dans sa catégorie à lui. Mais, C'est vraiment comme ça qu'on travaille. mais dans le Fait que fond, ce que c'est. ça a fait, c'est que ça a permis de diviser pour mieux régner dans le sport. Là, je dis ça de même, Ouais, c'est une ouais, en drôle de quelque phrase, sorte, ouais. mais dans le sens où tout le monde peut trouver son compte à travers une machine. Il y a quelques années, on aurait dit, OK, ben là, moi, c'est sûr que je m'en vais dans un bike park, ça va me prendre un vélo de downhill, parce que sinon, je vais me casser la gueule avec n'importe quel autre bike. C'est ça. Ce qui fait que maintenant, si tu veux un trail bike, ben tu peux aller quand même dans un bike park avec, te faire du fun, mais tu vas aussi pouvoir rouler beaucoup plus facilement sur les petits sentiers, faire du vélo juste pour faire un peu de cardio, ou aller dans des pistes moins exigeantes, même des jump lines. Ouais, Vélo d'enduro est plus spécifique parce que tu vas pouvoir grimper plus facilement puis descendre très vite aussi. Mais le gars hardcore qui veut un bike de DH, ben il peut se gâter puis il peut aller chercher une machine qui est pointée directement vers le bas. Là. C'est fait pour ça. Donc, ouais, c'est ça. je pense que le plaisir que tout le monde peut aller chercher avec les divers types de cadres qui existent puis de géométrie a été mieux géré peut-être. Mais il y a une chose aussi, c'est que on, on apprend des choses au fur et à mesure. Tu sais, fais juste reculer, mettons, de 10 ans, OK? Mhm. Dans les vélos de cross-country, là, des guidons de 690 mm, t'en avais. Là. Ouais, ouais. Aujourd'hui, là, stock, il y a des vélos de cross-country qui viennent avec des 760 mm. Mhm. C'est très large. Sauf qu'ils se sont rendus compte que, ben, de un, les pistes de cross-country, là, désolé, là, mais les parties descentes là, sont rendues avec des drops, ce qu'on ne Ouais, ouais. voyait pas auparavant. Mhm. Euh, des dropper posts en cross-country, tu ne voyais pas ça, on commence à en voir apparaître. Donc, il y a plein de mélanges qui se font. On ne se le cachera pas que les vélos d'enduro, les plateformes de pédalage d'enduro, Mhm. viennent, viennent du cross-country précisément, mais la géométrie de descente qui découle du downhill. Ouais. Donc, les, les deux extrêmes se spécialisent et découlent sur les autres parties un peu plus centrales qui permettent là, d'améliorer certaines caractéristiques. Donc, moi, ce que je pense dans le futur, c'est que la chose qui va, selon moi, s'améliorer le plus, de un, moi, j'espère voir des fourches linkage OK. de plus en plus parce que pour moi, ben en fait, pas juste pour moi, c'est prouvé que la fourche monotube, comme on a, là, Ouais. c'est la pire affaire qu'on peut pas avoir. Là. C'est bourré de défauts hallucinants qu'on compense de manière hydraulique. On a des systèmes de suspension qui viennent compenser au niveau du freinage et tout, mais on a une suspension avant qui doit être compensée de manière hydraulique qui vient nous nuire dans d'autres aspects de l'amortissement des impacts. Pour moi, c'est un non-sens. Mais là, tu Quand je parles de regarde, linkage, on parle-tu comme des fourches Gervin qu'il y avait sur des Proflex comme ça il y a 20-22 ans? Parce que j'en ai ben, eu une comme ça, puis j'ai fait, parmi les premières fois où j'ai fait de la descente, j'avais une fourche à linkage où, tu sais, comme, tu comprends ce que je veux dire, là? oui, oui, je La comprends très bien ce Gervin, que je sais tu pas veux si dire. tu te souviens de Ben, celle-là, là. je connais pas celle-là exactement, mais je Ok. suis pas mal sûr que je sais de quelle tu parles, mais il faudrait que j'aille voir Google. Là, je google le modèle, mais je suis pas mal sûr de shit de quel tu parles. Je te dirais que ces modèles-là étaient moins performants que ce qu'on peut avoir dans les linkages aujourd'hui, mais je Mhm. vous invite à aller voir, par exemple, la fourche Trust ou d'aller voir la Motion, qui est une compagnie française, qui c'est parce que pourquoi que on n'en voit pas beaucoup, c'est l'acceptabilité sociale. Les Ah gens oui. trouvent ça laid et les gens Mhm. n'aiment pas ça. Mais Mhm. sur le plan
performance, rendement, c'est assurément ce qu'il y a de mieux, là. C'est indéniable. On ne peut nier que c'est plus performant. Par contre, les gens trouvent ça laid et ils n'aiment pas ça. On n'en voit pas. C'est un peu le principe de... Écoute, il y a un designer industriel des années 40 jusqu'à des années 80, je pense, qui a travaillé sur beaucoup de choses qu'on connaît, comme la bouteille de Coke, le logo Shell, les trains, Ouais. beaucoup de choses. Et le principe que lui a toujours appliqué s'appelle MAYA, qui en anglais c'est Most Advanced Yet Acceptable. Donc, le but pour le produit, c'est d'avoir quelque chose le plus avancé possible, mais toutefois acceptable. Donc, le fait est que ça prend un certain temps avant que la familiarité qu'on ait pour un produit ou quelque chose qu'on aime, qu'on accepte que ça change. Donc, c'est ce qui fait aussi partie d'un marketing fonctionnel. À chaque fois que quelqu'un amène quelque chose de trop radical, au départ, ça fait « Oh! » Mais après ça, on voit tranquillement que ça évolue vers ça pareil. Donc, regarde, c'est un peu le même principe avec ta fourche. Un très bon exemple, le marin Wolfridge, ce vélo-là, posté sur les réseaux sociaux, tu as à peu près 80%, même 90% des gens qui vont dire qu'il est laid. Mm-hmm. Pourtant, la performance de ce système-là, elle est hallucinante. Mais, sur le plan visuel, c'est très radical comme changement. Mm-hmm. Et Peut-être les dans gens... 20 ans, on va regarder ça puis se dire, ben, that's the way it is, c'est comme ça que ça devrait être. C'est Ouais. ce qu'on a maintenant, on le sait pas. C'est peut-être ça l'avenir du mountain bike aussi. Mais la preuve avec le Grim Donut. Tu regardes Ouais. le Grim Donut, tu dis tabarnak, ça n'a pas de bon sens comme vélo. C'est ben trop slack, c'est ben trop ci, c'est ben trop ça. Ouais. Puis là, finalement, tu le crées, puis regarde, les gars, ils roulent ça, sont comme, hey, wow, man, c'est performant à mort, puis tout. Ouais, mais ça fait Barelli des temps records. Oui, mais Barelli T'sais, le dit, là, tu peux pas rouler ça n'importe où. D'un, ça monte pas pour 2 cents, mais ça descendait en tabarouette sur un temps, comme on dit. Mais, puis en plus, il accrochait à terre. Bon, il y a toujours des améliorations à apporter. Ça, c'était son premier exemplaire. Reste que l'élément que je veux amener, c'est que Colin, ils ont quand même trouvé que le vélo allait bien. Ah oui. Ils ont quand même trouvé et dire que hey, c'est une foutue machine. Alors que je suis pas mal sûr que la majorité des gens regardaient ce vélo-là en disant ça n'a juste pas de bon sens, ça doit rider comme de la marde. Ouais. Alors que pourtant, les commentaires qu'ils en ont donnés sont excellents. Ben, la il est capable de était dire bonne. que. C'est sûr que ça il est capable de dire hey, écoute, dans une zone précise, ce vélo-là, il est vraiment bon. Oui. Et ça fait en sorte que ça démontre clairement, qu'est-ce que je disais un peu plus tôt, que dépendamment de la piste sur laquelle on se retrouve, il y a certains systèmes, certaines géométries qui vont toujours prédominer. Donc, on ne pourra jamais arriver à une espèce de géométrie universelle qui va répondre à tous parce que, de par les commentaires qu'il y a eu sur le Grim Donut, ben, il démontre clairement que, regarde, ce vélo-là en descente, c'est hallucinant, mais ça grimpe pas. Non. Donc, on pourrait pas créer un enduro comme ça. C'est ça, parce qu'au départ, il voulait faire un enduro. C'est ça. Exactement. Il voulait faire un bike enduro. Moi, je pense qu'il s'est retrouvé plus avec un DH extrême. Là. Mais c'est ça exactement. Puis, il s'est rendu compte que même s'il te fait un système, exemple, avec un anti-squat de malade, la géométrie fait que ça grimpe pas. Donc, l'efficacité pédalage papier, elle est là. Mais quand on arrive pour grimper sur la piste, ça marche pas. Donc, il y a tout cet aspect-là. C'est la théorie versus la pratique qu'il faut réussir à mixer ensemble. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on arrive dans les géométries évoluent. Sauf que c'est sûr que, tu sais, là, on a des angles de fourche de 64 degrés, mais on ne pourra pas arriver à 57. C'est impossible. Peut-être en downhill, mais pas en trail bike. Ah non, écoute, puis le Grim Donut en est la preuve qu'on ne pourra jamais arriver là. Ben, c'est trop jamais. Slack. Tu vois, c'est vrai que c'est très, très slack. Mais je serais même pas surpris que dans 5 ou 6 ans, les bikes de downhill aient ce genre de slack-là parce qu'il y a une efficacité inhérente à l'angle. Mais c'est c'est pour ça que je dis le reste du bike va peut-être changer un peu. Là. En downhill, on va peut-être voir ça. Oui, mais jamais sur un trail bike. Non, je pense pas non plus. C'est peut-être un peu trop. Mais pour vrai, en downhill, je serais pas surpris. On a déjà des bikes avec du genre 62, là. Ouais, ça s'en vient. Écoute, on approche de 60, là, puis Caroline, 60, là, c'est déjà très slack.
Fait que, tu sais, je serais pas surpris, effectivement, de voir ça, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il y a certaines parties du Grim Donut que je me dis, ben, ça fait quand même du sens malgré tout, tu sais, que c'est pas Mhm. si fou que ça. Donc, tu sais, puis quelque chose on n'a pas parlé, mais l'angle de la tige de sel qui Ouais, il est vient droit, jouer. lui. Hein. L'angle de tige de sel, la chose que je veux dire, c'est que ça influence pas la puissance qu'on va avoir au niveau du pédalage parce que Mhm. la manière qu'on va être positionné par rapport au pédalier, la manière que notre genou est positionné par rapport à la pédale et tout, euh, ça fait pas une différence. J'ai fait des recherches là-dessus, puis ça fait aucune différence. Ben, Par dans ce cas-là, contre, j'ai une question pour toi, vite, vite. ouais, Ton reach, OK? ouais, Là, tu veux avoir un siège qui est, on va dire, positionné idéalement au-dessus du pédalier pour avoir le plus de puissance puis d'aise de pédalage. ouais. Mais si tu gardes ta tige de selle droite, ça implique forcément, pour avoir le même reach, que ton bike doit être plus long, que ta roue arrière va être plus reculée si ton siège de ton tige de selle est plus droit. Ouais, sauf que ce que je disais justement, c'est que l'angle de la tige de sel influence pas l'efficacité du pédalage lui-même, là. Non. OK? Euh, le nombre de joules que tu vas développer, le nombre de, pas de joules, mais de watts que tu vas développer, etc. là. C'est pas ça que ça va influencer. Ce Mhm. que ça va venir jouer, c'est sur la répartition de ton poids, sur la position que tu vas avoir sur le vélo quand tu vas grimper. Ouais. C'est ce qui va faire en sorte que tu vas être plus efficace pour grimper parce que ta position va être plus efficiente. Mhm. Mais ton wattage en termes de développement de puissance ne sera pas amélioré parce que ta tige de sel est plus droite. C'est Mhm. ça la grosse nuance. Fait que quand on parle d'efficacité de pédalage et à grimper, on ne parle pas de développement en watts. On parle d'efficacité de positionnement, de façon qu'on est placé pour grimper. C'est une grosse nuance là, qu'il faut apporter là, dans le vocabulaire. Là. Mais en réalité, la différence entre l'efficacité et ce qu'on va dire l'efficience, c'est que l'efficacité brute va te permettre d'atteindre un objectif. Mais Ouais. l'efficience, c'est ce qui va te permettre d'atteindre cet objectif-là de manière le plus économique possible. Ouais. Là, dans le pédalage lui-même, mettons, tu grimpes, ben, ton angle de selle, si tu es assis sur ton vélo ou si tu es debout sur ton vélo, déjà, c'est pas la même chose. Mais Ouais. qu'est-ce qui fait que c'est différent côté dépenses énergétiques d'avoir une tige de sel plus droite ou moins droite ou mieux positionnée différemment? Comment tu vois ça? En quoi ça change ça? Ben, de un, une tige de sel un peu plus droite, c'est bénéfique pour grimper. Là. Ça, on peut pas. C'est indéniable. Et pour moi, en fait, c'est que quand on arrive dans les vélos, parce que la tige de sel en angle, là, Ouais. en descente, anyway, t'es debout. Donc, avec l'arrivée des dropper posts et tout, euh, le fait qu'on dégage la selle, ben, Ouais. ça fait en sorte que moi, là, même si ma tige de selle est bien droite, là, Mhm. après que la selle est complètement à terre, là, la selle, elle me dérange plus pantoute. Fait que, aussi bien avoir une géométrie d'angle de tige de selle qui me positionne de la meilleure façon possible pour grimper, Mhm. puis après ça, en descente, ben, je l'oublie, je n'ai plus besoin. Ce Ouais. qui me préoccupe, c'est, comme tu as dit, mon reach, mon head angle, euh, mon chain stay en arrière à la longueur. Donc, c'est ces éléments-là qui vont. Le BB drop, là, le Ouais, ouais. bottom bracket drop, là, ce que ça Mhm. influence là, au niveau du comportement. Mhm. Donc, tous ces éléments-là, c'est ça qui va influencer ma descente. L'angle de tige de sel là, a plus rapport. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de vraiment aller optimiser les deux phases. Tu sais, Ouais, je ouais, vais ouais. vraiment là, aller chercher le meilleur angle possible de ma tige de sel. Puis par la suite, ben après ça, le dropper, il m'enlève ma selle, puis salut bye, là. Mais là, il va toujours y avoir de quoi, toujours de la place à l'amélioration, mais à ce Toujours. moment-là, ce qui arrive, c'est qu'ils le font toujours de manière extrêmement progressive. Oui, mais Euh, il y a une s- chose qu'on n'a pas parlé. ouais. Pourquoi les systèmes de suspension évoluent énormément aussi? C'est Mhm. à cause des suspensions. Les suspensions, principalement les ressorts OK. à air, ont énormément évolué depuis les dernières années. Et ça vient énormément
influencer la manière que les compagnies designent leur système de suspension. Je me rappelle quand on a parlé des suspensions justement dans un autre podcast où tu disais par exemple que certains designs vont aller euh, allonger la distance de débattement par rapport à ce que le choc est capable de faire. Donc un choc de 60 va pouvoir aller faire un 120. Mais c'est la réaction des stanchions, des pistons, des ressorts à air ou ressorts coil qui vont faire la différence par rapport à avant. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, la manière, OK, la courbe de progression du ressort. Exact. Si je prends, OK, mon Chuck que j'avais, mon Fox Float que j'avais sur mon vélo, mon Rocky Altitude que j'ai acheté en 2012, Ouais. et je prends un Float X2 que j'ai sur mon Orbea Rallon actuellement, Mhm. la courbe de progressivité de ce ressort-là est complètement différente. OK. Donc, les compagnies n'ont pas le choix d'adapter leur système à ces suspensions-là. OK. Donc, ça fait Ouais, en ouais. sorte qu'il y a aussi une évolution indéniable à ce niveau-là parce que la compagnie n'a pas le choix de modifier son système en fonction des nouveaux chocs. Fait qu'ils ne pourraient pas garder le même système pendant 10 ans parce que Mhm. les chocs, eux autres, ils évoluent. Puis, à un moment donné, le système, il travaillerait très, très mal avec le nouveau choc. OK. Fait que Ouais, je comprends. c'est pour ça aussi que sur vos vélos, là, vous pouvez pas mettre n'importe quel choc non plus. Je sais qu'on rentre dans quelque chose de spécifique puis de complexe, là. Mais tu sais, moi, je sais très bien, OK, que sur mon Orbea, là, je peux pas mettre n'importe quoi, là. Il y a du valving à faire, il y a plein de choses, là, plein de paramètres à prendre en considération, là. Fait que Mhm. si je prends un vieux vélo puis j'y mets un Float X2, que écoute, sur papier, ce choc-là est hallucinamment performant, Mhm. ou un King Creek, mais ça se peut que sur mon ancien vélo 2010, que ça donne un rendement merdique parce que Mhm. le système est pas fait pour la manière que le ressort travaille. Ah, ça va Donc, avec les époques, là. Ça c'est va ça, avec fait les que je me technologies nuis. disponibles, là. C'est ça, fait que c'est pour ça qu'il y a une évolution dans les systèmes aussi due à l'évolution des chocs, Oui, principalement des ressorts. je comprends ce Donc, que tu veux dire. et ce qui a évolué dans les dernières années, là, sérieux, là, c'est les ressorts. Là. Parce que sur le plan hydraulique, là, si je prends, exemple, mon Fox Float que Ouais. j'avais en 2012-2013, Mhm. puis je prends, OK, un Fox DPS actuel, excuse-moi, mais la différence, elle n'est pas extrême là, entre les deux sur le plan hydraulique. OK. Par contre, le ressort, rien à voir. C'est complètement deux mondes différents. Mhm. Donc, c'est vraiment le ressort qui évolue. Et là, les courbes de progressivité évoluent en fonction de ça. Donc, je dirais que les systèmes de suspension, pourquoi ils ont changé à travers le temps, c'est vraiment à cause de l'évolution des ressorts. Puis là, ben là, les géométries, les traits évoluent, le sport se spécialise et tout. Mhm. Donc, c'est ça. Mais là, deux choses qu'on peut arrêter, là, d'après moi, c'est de créer des boosts encore plus larges. Puis on peut-tu rester genre à soit 27,5 ou 29 puis arrêter ça là, là? Parce que Ben, de un, l'unification de tous les fabricants, de toutes les pièces aftermarket, de tout doit changer parce que le diamètre des roues a changé. Je pense que c'est pour le mieux. Euh, Cependant, on peut-tu arrêter ça là maintenant? en fait, là, OK, c'est que au niveau des grandeurs de roues, j'ai parlé avec certaines personnes et, en tout cas, on m'a pratiquement assuré qu'on irait pas au-delà du 29. T'sais, on a J'espère. déjà vu là, des jokes là, du 31 pouces, là, mais on verra pas ça. OK? Fait que ça, moi, je suis à peu près sûr qu'on ira pas au-delà du 29. Donc, je suis à peu près sûr que ça va rester là. Et Mhm. au niveau de la largeur du hub, pour être franc, je doute fortement qu'on aille plus large, principalement à cause que c'est accrochant à un Mhm. moment donné au niveau de la largeur en arrière. Donc, euh, on est quand même limité par l'aspect pratique à ce niveau-là. Mhm. Donc, moi, je doute qu'on élargisse vraiment plus que du Super Boost. Là. Euh, Déjà, juste en boost, j'ai déjà accroché mon chain stake, mon pied droit, là. ouais, non, mais ouais, mais je pense que Super Boost là, va vraiment être à peu près le max qu'on va voir, du moins là. En tout cas,
ce que je pense pour probablement les 10 prochaines années, peut-être. Là. Ben, on en reparlera dans 5 ou 10 ans, voir ce sera Ouais. quoi par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui. On essaiera de se rappeler un peu de toutes nos petites prédictions. Là. Puis je pense qu'on va avoir du fun à voir les évolutions. Puis sûrement qu'il y a des choses sur lesquelles on aurait eu tort, d'autres sur lesquelles peut-être on aurait eu raison. On n'a pas le dernier mot. On est des riders. Donc on est un peu soumis au système. Là. Mais en même temps, si on voit des améliorations dans ce qu'on a au fur et à mesure, c'est sûr que ça donne envie d'évoluer, ça donne envie d'aller plus vite. Puis je pense déjà que l'amélioration par rapport au bike de 10, 15 et 20 ans est énorme. On apprécie nos machines. Moi, en tout cas, je trouve mon vélo fantastique. Puis j'aime les dernières générations de vélos. Il y a vraiment de quoi se réjouir des avancées qu'il y a eu. Là. Ouais, puis moi aussi, je suis d'accord que j'aime pas mal mieux les nouvelles géométries que les anciennes. Et la chose aussi, c'est que anciennement, les géométries route, montagne étaient plus similaires. Ouais. Maintenant, on se spécialise vraiment au niveau des géométries de vélo de montagne. Fait que ça aussi, ça démocratise un peu à ce niveau-là. Autant pour la route, là, tu regardes les nouveaux vélos de route modernes, ouais, c'est des lames de rasoir avec des roues, là, oublie ça. Oh ouais, non, c'est hallucinant ce qu'ils sont capables de faire, mais... Ben écoute, Julien, ça a été vraiment un super beau podcast pour moi. J'ai été heureux d'avoir cette conversation-là avec toi. Et puis j'espère que les auditeurs, vous allez apprécier aussi. Il s'agit que de nos opinions plus ou moins éduquées. Donc, n'hésitez pas non plus en commentaire à nous dire ce que vous en pensez, puis votre vision et tout. Là, c'est toujours le fun là, d'interagir avec tout le monde là, sur différents sujets. Là. Puis on a trouvé ça intéressant d'avoir vos suggestions parce que ça nous excite aussi. Ah oui, c'est vrai, on pourrait parler de ça. C'est toujours le fun d'avoir votre inspiration dans nos podcasts et nos vidéos. Donc, Julien, je te remercie infiniment. Ça fait plaisir, Jason. Ouais, excuse-moi, je pensais que tu allais dire d'autres choses. Bon, ben écoute, je te remercie infiniment, Julien. Yes! Et puis, on se reparle bientôt. Merci à tous. À la prochaine, Jason. Bye bye.